beaucoup. Merci à tous de m'avoir invité. Merci Pierre, merci eDevice et tous les organisateurs de cette soirée. Donc, on m'a demandé de parler d'un niveau rythmologique, l'association avec l'insuffisance cardiaque. J'ai choisi de vous parler de deux cardiopathies rythmiques qui sont les principales cardiopathies rythmiques qu'on voit en cardiologie pratique, qui sont la cardiomyopathie liée à la fibrillation atriale et les cardiomyopathies aux ESV. Donc, c'est intéressant qu'on discute de ça. Parce qu'au niveau de l'insuffisance cardiaque, il y a encore une dizaine d'années, on ne parlait pas tellement de ces associations. Et maintenant, on voit de plus en plus de patients qui ont des cardiomyopathies purement liées aux arythmies. Et en traitant les arythmies, en fait, on améliore complètement, voire on fait régresser complètement l'insuffisance cardiaque. Donc, je pense que c'est important de connaître ces entités cliniques qui finalement n'existent qu'une fois qu'on a traité l'arythmie. On voit que l'insuffisance cardiaque régresse complètement. Alors, je vais commencer par la cardiomyopathie et la fibrillation atriale. Donc, vous savez que la FA, c'est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent. C'est à peu près 1% de la population en France. Et la prévalence, l'incidence ne fait qu'augmenter. On prévoit un doublement de la prévalence dans 20 ans. Donc, c'est une maladie qui est liée à l'âge, au développement des facteurs de risque cardiovasculaires. Et donc, avec le vieillissement de la population, il va y avoir une augmentation majeure de la fibrillation atriale. Alors, l'association avec l'insuffisance cardiaque, c'est quelque chose qui est aussi connu. Et l'association, elle est dans les deux sens. Si vous prenez un patient qui ont de la fibrillation atriale paroxystique, vous voyez qu'il y a à peu près un tiers de ces patients qui vont avoir de l'insuffisance cardiaque. Et plus on va monter dans la gravité de la fibrillation atriale, plus la prévalence de l'insuffisance cardiaque va augmenter. Vous voyez, 44% pour les FA persistantes et plus de la moitié pour les FA permanentes. Je rappelle que le risque de la FA, notamment quand elle est chronique, c'est l'insuffisance cardiaque. Et donc, vous voyez que c'est plus de la moitié des patients avec FA chronique qui vont faire l'insuffisance cardiaque. À l'inverse, chez le patient qui a de l'insuffisance cardiaque, il va aussi développer de la fibrillation atriale. Et vous voyez qu'il y a un surrisque entre 5 et 6 fois. Il y a même des études qui montrent jusqu'à 10 fois l'ordre ratio sur le risque de développer de la FA. Oui. Ton diaporama n'avance pas. Ah mince. Ça avance pas là? Non, on est toujours sur la première diapositive. Ah, alors attendez. Voilà, ça y est. Vous le voyez là? Bon. Ouais. Est-ce que là ça passe? Voilà, très bien, super. Parfait. Désolé. Donc voilà, tout ce que je vous ai dit est résumé dans cette diapo. Voilà, donc il y a une association entre la FA et l'insuffisance cardiaque dans les deux sens. Et c'est ce que je vous montre ici avec cette slide, c'est qu'en fait, il y a un cercle vicieux entre la FA et l'insuffisance cardiaque. Donc, vous avez ici toute la physiopathologie de la FA d'un côté et la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque. Et vous voyez que ces physiopathologies vont s'auto-aggraver. Plus les gens vont faire de la FA, plus ça aggrave l'insuffisance cardiaque. Plus ils vont faire de l'insuffisance cardiaque et plus ils vont développer un surrisque de FA. Et donc, l'idée du traitement, c'est de casser ce cercle vicieux entre la FA et l'insuffisance cardiaque. Et nous, au niveau rythmologique, on va remettre les patients en rythme sinusal pour voir quelle est la part de l'insuffisance cardiaque liée à la FA. Alors, les patients peuvent avoir une cardiomyopathie sous-jacente. C'est pareil aussi pour les ESV. Mais on ne le saura qu'une fois qu'on aura remis le patient en rythme sinusal pour voir un petit peu ce qu'on gagne en amélioration de la fraction d'éjection. Alors, qu'est-ce qu'on a comme traitement antiarythmique pour sortir de ce cercle vicieux et remettre les patients en rythme sinusal? En rythmologie, il y a les médicaments, donc les drogues. Qu'est-ce qu'on a comme drogue dans l'insuffisance cardiaque? Vous allez voir qu'on n'en a pas beaucoup, que ce soit pour les ESV ou la FA, on n'a que la cordarone qui est utilisable. Et en fait, on a très rapidement maintenant recours à l'ablation, qui est un traitement endocavitaire dont je vais parler, et qui va permettre d'augmenter la probabilité de remettre le patient en rythme sinusal, même pour des FA vraiment de longue durée, où on peut remettre les patients en rythme sinusal et on peut avoir des améliorations spectaculaires de la fraction d'éjection. Et évidemment, à côté de ça, il va y avoir le traitement de l'insuffisance cardiaque en elle-même. Et en fait, il y a une interaction entre l'insuffisance cardiaque avec les 4 médicaments qui sont utilisés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque systolique et le retour en rythme sinusal. Et on verra après comment ça peut évoluer. Alors, l'association, ce que je vous mets ici, c'est que quand vous avez une FA avec une insuffisance cardiaque, vous ne savez pas quelle est la cause.
Est-ce que c'est la poule ou est-ce que c'est l'œuf? Est-ce que c'est l'AFA qui donne l'insuffisance cardiaque ou l'insuffisance cardiaque qui donne l'AFA? Donc, je vous ai mis 3 possibilités. Soit vous avez de l'AFA paroxystique. Alors, dans ces cas-là, c'est très rare que ça donne, voire impossible, que ça donne l'insuffisance cardiaque chronique. Par contre, ça peut donner des décompensations aiguës. Et donc là, dans ces cas-là, le traitement notamment ablatif est très intéressant parce que l'AFA paroxystique, on a des taux de succès qui sont quand même relativement élevés. Après, plus on va passer à des FA persistantes, voire permanentes, plus le patient va pouvoir développer une dysfonction ventriculaire gauche chronique. Et là, l'ablation va être de plus en plus dure. Alors, par définition, la FA permanente, c'est des gens résistants à l'ablation. Mais pour les persistantes, ce qu'on appelle les early persistants, c'est-à-dire des FA qui durent de moins de 6 mois jusqu'à 1 an. Et puis les persistantes de longue durée, c'est des FA qui sont chroniques, enfin qui sont persistantes de plus de 1 an en continu. Et donc, plus les FA vont être persistantes de longue durée, plus l'ablation va être difficile parce que les foyers arythmogènes sont très importants et il va falloir brûler énormément de foyers dans les oreillettes pour maintenir un rythme en sinusal. Évidemment, il faut traiter la cause d'une dysfonction VG associée, l'ischémie, la valve, toutes les cardiomyopathies associées. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la cardiomyopathie rythmique, le diagnostic ne peut se faire que de manière rétrospective une fois que le rythme sinusal est maintenu chez le patient avec une amélioration de la fonction VG. Alors, on peut utiliser aussi le choc électrique pour faire un retour en rythme sinusal rapide avec de la cordarone et puis ablater le patient dans quelques semaines suivantes pour faire un double traitement. Alors, évidemment, chez les gens jeunes, on ne pourra pas continuer l'amiodarone de manière trop longue. Alors, la question, c'est le risque de développer de l'insuffisance cardiaque quand on est en FA. Et donc, il y a des scores. Alors, ce n'est pas encore très développé, mais je pense que c'est intéressant dans l'avenir, avec le développement de l'IA, comme ça a été discuté par nos collègues avant dans le télésuivi, d'avoir des données très importantes pour pouvoir prédire à un patient, il est en FA depuis X temps, et on pourrait éventuellement prédire son risque d'insuffisance cardiaque. Vous voyez que sur les patients entre moins de 70 ans et plus de 70 ans, c'était l'âge déjà qui jouait de manière très importante sur le développement de l'insuffisance cardiaque. Et vous voyez que c'est à peu près à 15% de patients qui vont développer de l'insuffisance cardiaque à 10 ans chez les patients jeunes. Et alors donc, si vous avez un patient qui a 40-50 ans qui fait de la FA, vous calculez au bout de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, puisqu'il y a une espérance de vie quand même qui est assez longue, le risque de développer de l'insuffisance cardiaque est assez importante. Et donc, on aura tendance quand même à lui traiter sa FA tôt pour éviter le développement de l'insuffisance cardiaque et de la FA qui peut devenir permanente ou persistante. Alors, vous voyez, dans ce papier, ils avaient montré, ils avaient individualisé plusieurs facteurs qui étaient associés à l'insuffisance cardiaque, ce qui est assez logique, c'est les facteurs de risque, c'est le fait d'avoir un infarctus. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs qui ont été développés et en fait, en fonction de ces facteurs, ils ont montré qu'il y avait des populations qui n'avaient aucun de ces facteurs, qui avaient des taux faibles de développement de l'insuffisance cardiaque et des populations au contraire qui avaient un risque très élevé de développer l'insuffisance cardiaque sur 10 ans. Mais encore une fois, je pense que tout ça peut s'améliorer dans l'avenir, notamment avec l'intelligence artificielle. Alors, que disent les guidelines 2024 chez les patients qui ont l'insuffisance cardiaque? Dans les FA paroxystiques, donc déjà, je vous ai dit, le seul antiarythmique possible, c'est la cordarone ou l'ablation. Donc, on peut utiliser pour la FA paroxystique la cordarone en première intention, mais on n'utilise que chez les patients qui sont âgés et entre guillemets chez lesquels on ne peut pas proposer l'ablation parce que sinon, on va très rapidement à l'ablation de la FA. Vous voyez que maintenant, pour la FA paroxystique, c'est une classe 1 et le fait de l'avoir de l'insuffisance cardiaque, c'est aussi une indication de classe 1 puisque les études randomisées ont montré que l'insuffisance cardiaque était celui qui bénéficiait le plus de l'ablation. Alors, concernant les FA persistantes, là aussi, on peut utiliser la cordarone et éventuellement l'ablation, mais encore une fois, on peut y aller très rapidement chez des patients jeunes parce qu'on ne veut pas utiliser l'amiodarone, en tout cas au long cours. Alors, on l'utilise quand même chez les jeunes pour encadrer le geste d'ablation, un peu avant, un peu après, et puis après, on l'arrête pour soigner le patient. Alors, ce que montrent les études, c'est que si vous remettez en rythme sinusal un patient qui a une FA persistante avec l'insuffisance cardiaque, retenez qu'en moyenne, vous gagnez 10% de FEVG. D'accord? Donc ça, c'est en moyenne. Et pour la cardiomyopathie aux ESV, c'est pareil. Donc la partie rythmique, si vous voulez, liée à l'insuffisance cardiaque, quand vous avez de la FA ou des ESV en très grand nombre, on va revenir après, c'est en moyenne 10%. Donc ça vaut vraiment le coup, notamment chez les patients jeunes, de se battre parce que chez les patients qui ont de la FA persistante et de la long standing, c'est-à-dire
l'AFA de plus de 1 an, c'est eux qui ont l'ablation la plus difficile, les résultats entre guillemets les moins bons, mais ça vaut le coup de se battre. Des fois, on fait 2, 3 ablations chez ces patients et ils sont vraiment métamorphosés, donc il faut retenir que ça vaut le coup. Et vous voyez que cette étude qui date maintenant d'il y a un peu plus de 10 ans, qui a comparé l'ablation de l'AFA versus resynchronisation avec ablation du NAV, montre clairement qu'il vaut mieux ablater les patients, notamment quand ils sont jeunes, parce que sinon on les rend dépendants des prothèses cardiaques. Donc vraiment, je vous ai montré l'intérêt de l'ablation de l'AFA dans l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Et ça, c'est les études vraiment princeps qui ont comparé ablation versus traitement médical. Et l'ablation fait mieux dans toutes les études avec des critères durs. Vous voyez, mortalité toute cause, mortalité ou insuffisance cardiaque. Donc vraiment, c'est à retenir. Et là, il y a encore des études encore plus récentes. Vraiment, l'ablation fait beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique? C'est ce que je vous ai dit, chez les patients de là de 75-80 ans qui sont âgés, on ne veut pas prendre le risque de l'ablation et chez lesquels on peut donner de l'amiodarone, on traite par cordarone, mais je vous ai mis tous les effets secondaires de la cordarone que vous connaissez. Donc, en fonction de l'âge physiologique, on aura très vite recours à l'ablation. Alors, je vous ai mis aussi qu'il fallait donner les médicaments de l'insuffisance cardiaque et traiter la cause de la cardiomyopathie, donc ça, c'est très important. Et voilà, je reviens un petit peu sur les guidelines. Alors, juste pour discuter ça, et c'est quelque chose qui est important, quand vous avez une cardiomyopathie rythmique, quand elle va régresser avec le traitement du trouble du rythme, c'est vrai aussi pour la resynchro, des fois on a des super répondeurs à la resynchronisation, on peut se poser la question d'arrêter le traitement de l'insuffisance cardiaque. Les 4 médicaments, est-ce que ça vaut le coup vraiment de les continuer? Donc là, je vous ai mis une étude récente qui a été présentée à l'ESC en septembre dernier, qui a évalué ça. Alors, c'était une toute petite étude, il y avait 60 patients, mais qui étaient quand même randomisés. Et en fait, ils regardaient si on pouvait arrêter les traitements de l'insuffisance cardiaque chez les patients. Alors, d'une manière globale, c'est tout à fait possible de les arrêter. Il n'y avait pas de différence entre les patients chez qui on a arrêté, en tout cas les périodes où on a arrêté ou on reprenait. Donc, globalement, c'est tout à fait possible de les arrêter. Mais alors, il y avait quelques patients, vous voyez, il y a 8 patients sur les 60 qui ont développé de l'insuffisance cardiaque après. Donc, on peut essayer de les arrêter, mais il y a quelques patients qui vont dégrader leur FEVG. Et dans ces cas-là, il faut les reprendre. Donc, vous voyez que de base, les patients, ils avaient 25% en FEVG. Et après le traitement de l'insuffisance cardiaque et le traitement de la fibrillation atriale, ils montaient à 60% en FEVG. Donc, vous voyez qu'on arrive à normaliser de manière très importante les dysfonctions VG. Alors, maintenant, je vais vous parler des ESV. Et donc, c'est exactement la même chose. Vous avez beaucoup d'ESV. Est-ce que les ESV sont la cause ou la conséquence de l'insuffisance cardiaque? Donc, la question se pose pour les cardiologues. Par exemple, vous avez un patient qui se plaint de rien. Il a 20 000, 30 000 ESV. Est-ce que vous le laissez comme ça ou est-ce que vous attendez qu'il va développer de l'insuffisance cardiaque ou est-ce que vous le traitez rapidement en disant, vous voyez, dans les études, c'est 5 à 30% de développer de l'insuffisance cardiaque, mais on manque quand même de données sur cette cardiomyopathie. La cardiomyopathie aux ESV, c'est le même problème que l'AFA. C'est un diagnostic rétrospectif après l'amélioration de la FEVG. Alors, ce qui a été démontré, c'est qu'il y a quelques critères qui sont associés entre l'insuffisance cardiaque et les ESV. C'est déjà le caractère asymptomatique. Si les gens ne ressentent rien, ils vont venir, ils disent, je ne sais pas, on m'a trouvé un pouls irrégulier ou de manière un peu systématique. Et ceux-là, ils consultent un peu plus tard et probablement qu'ils ont plus d'insuffisance cardiaque. PVC burden, c'est le nombre de ESV. Donc ça, c'est un critère majeur. Si vous avez 1000 ESV, par exemple, c'est impossible que ça donne une dysfonction VG. 1000, ce n'est pas possible. Vous allez voir dans les cut-offs, ce qui est recommandé, c'est 10 000. Donc retenez qu'un patient qui a au-dessus de 10 000 ESV par 24 heures et qu'il a une dysfonction VG, ça peut être expliqué par les ESV, pas en dessous. La largeur des QRS, c'est logique, plus les QRS sont larges, plus il y a un risque d'insuffisance cardiaque. Le caractère épicardique des ESV, c'est des ESV qui naissent pas à l'intérieur du cœur, mais autour du cœur. Et dans ces cas-là, en fait, les QRS sont souvent plus larges. Il y a un déphasage de dépolarisation du cœur et des ventricules, et ça peut induire une cardiomyopathie. Le fait d'avoir une cardiomyopathie sous-jacente, ça aggrave, et des ESV intercalés. Alors, les ESV intercalés, ça veut dire que, en fait, l'ESV, elle est pile poil au milieu des QRS, et que du coup, en fait, il n'y a aucun repos compensateur. Donc, quand c'est des ESV tardifs comme ça, le patient, au lieu de battre à 60, il va battre à 120. Et donc, ça explique pourquoi les ESV intercalés peuvent donner ce type d'insuffisance cardiaque. Donc, ça, c'est des papiers qu'on avait fait. Là-dessus, on a pas mal travaillé sur les ESV. On a retrouvé un peu tous ces facteurs.
je vous montre le ratio, hein, le rapport de corrélation entre le nombre de SV et la dysfonction VG. Donc retenez, alors dans ces papiers japonais, c'était 24% qui étaient retrouvés, mais c'est entre 10 et 25% selon les études. Donc 10% de SV sur le Holter, retenez, c'est à peu près 10 000 ESV par 24 heures. La largeur du QRS, c'est 150 millisecondes qui est en cutoff. L'origine épicardique, donc vous voyez que ça, c'est des ESV épicardiques, par exemple. Donc elles sont assez larges. Et il y a un critère qui s'appelle le MDI, le Maximal Deflection Index, qui calcule le début du QRS avec le pic du QRS. Et vous rapportez ce ratio, là, par exemple ici, c'était 84 millisecondes, à la largeur totale de l'ESV, qui est de 108. Vous faites 84 divisé par 108, si c'est au-dessus de 0,55, c'est en faveur d'une origine épicardique. Donc c'est des suspicions ECG, mais nous après, pendant l'ablation, ça peut être compliqué de trouver ces foyers. Vous voyez, on avait publié un autre critère pour différencier épi-endo sur la présence d'une onde Q en VL, une pseudo-onde delta de plus de 45 millisecondes et un rapport R sur S, le plus court, qui était allongé, vous voyez. Donc ça, c'est un algorithme qu'on a publié il y a maintenant une dizaine d'années, qui avait une très bonne spécificité et sensibilité, mais en pratique, c'est très compliqué de le faire. Le MDI est quand même le plus facilement utilisé. Donc vous voyez, les ESV intercalantes, c'est les QRS sont complètement réguliers, il n'y a aucun repos compensateur, et au milieu, vous avez des ESV, et ces ESV, elles donnent une contraction, et donc ça accélère mécaniquement la fréquence cardiaque. Nous, on avait travaillé aussi sur des combinaisons de critères pour essayer de prédire l'insuffisance cardiaque sur les ESV. Pour l'instant, ce n'est pas disponible en pratique, mais c'est des objets de recherche dans les années à venir, avec l'IA notamment. Je pense que ça va se développer pour prédire sur le Holter et les facteurs cliniques du patient qui va développer de l'insuffisance cardiaque. Donc, vous voyez, ça, c'était une étude qu'on avait faite aussi avec Bordeaux et Toulouse, où on avait montré qu'on a pris 35 patients qui avaient été ablatés de SV avec dysfonction VG. Et vous voyez que 10 patients sur les 35 qui, au départ, avaient une indication de défibrillateur, restaient candidats au défibrillateur. Ça veut dire qu'on a sorti de l'indication du DEF 2 tiers des patients par une amélioration de la FEVG qui était aux alentours de 10%. Donc là aussi, c'est cardiomyopathie FA, c'est 10%. Cardiomyopathie aux ESV, on gagne aussi 10%. Donc il faut y penser quand même parce qu'on peut vraiment améliorer nos patients. Donc, le traitement de la cardiomyopathie aux ESV, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque, le traitement de la cause, comme pour la FA. Et on revient sur la problématique amiodarone versus ablation, notamment chez le patient jeune. Et donc, vous voyez les guidelines ici de 2022. Donc, vous avez ici un taux de SV au-delà de 10%. Je vous rappelle qu'en dessous de 10%, on considère que ce n'est pas possible que ça donne une dysfonction VG. On recherche une cardiomyopathie sous-jacente, notamment avec une IRM. Et si on pense que les ESV peuvent être responsables de l'insuffisance cardiaque, c'est ablation. Vous voyez, c'est même plutôt ablation ou antiarythmique. Et vous voyez que s'il y a une cardiopathie sous-jacente, c'est cordarone ou ablation. Donc, en gros, c'est chez les jeunes, on fait l'ablation et chez les gens âgés, on fait la cordarone, en sachant qu'on peut utiliser la cordarone pour faire un test thérapeutique chez le jeune. C'est-à-dire qu'on peut laisser 2-3 mois de cordarone, on lave les ESV entre guillemets sur le Holter. Si la FEVG ne bouge pas, c'est que les ESV n'étaient pas responsables et donc ce n'est pas une cardiomyopathie aux ESV. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci.